y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied, attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis avec Jordan. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien et toi? Nickel, merci. Et comme d'habitude avec Vincent Honneur. Comment ça va, Vincent? Ma foi, très bien, et toi? Toujours aussi bien. Bon, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'émission, cette semaine on va s'attarder sur 3 films du cinéma persan. Et on va commencer tout de suite avec le premier film, sélectionné par Vincent, qui s'intitule L'échiquier du vent de Mohamed Reza Aslani. خوش نیست که قضیه‌مون بیفته عقب. بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیامرزم بگذره. Dans les années 1920, vers la fin de la dynastie Kadjar, grande dame, propriétaire d'une belle demeure, est morte. Sa fille, petite dame, et le second époux de sa mère, Haji Amou, se disputent la propriété. Le beau-père veut accaparer l'héritage de sa belle-fille. Les neveux d'Haji Amou, qu'il méprise de même que petite dame, qu'il rudoie, rêvent aussi de fortune. Tout cela sous le regard, avec parfois la complicité des domestiques. Bientôt, le drame va éclater. Lorsque l'on avait décidé de parler un peu de cinéma un peu différent de ce dont on parle d'habitude, c'est-à-dire cinéma français, japonais, américain, en choisissant le cinéma iranien, et lorsque chacun d'entre nous devait individuellement choisir un film, on va dire que des périodes et des noms sont revenus assez facilement. Je spoil un peu, mais on va revenir sur Kiarostami évidemment, sur le cinéma plus récent. Mais, et c'est quelque chose qui sort assez facilement lorsqu'on se renseigne sur le cinéma iranien, tout le cinéma pré-république islamique est très dur à trouver et il y a pas grand-chose qui en ressort. Et c'est pour ça que j'avais décidé, on va dire, de se parler de ce film jusqu'à très récemment très peu connu, parce qu'il est ressorti il y a quelques années chez Carlotta, après une restauration par Martin Scorsese avec The Film Foundation, étant donné que ce film, déjà censuré par la République islamique en 1979, était quasiment introuvable jusqu'encore aujourd'hui. Et je pense que ça fait une bonne porte d'entrée pour justement peut-être discuter des styles du cinéma iranien avant cette période-là, quels étaient les thèmes qui étaient déjà un peu prévalents à ce moment-là, et plutôt on va dire l'esthétique du film iranien qu'on va voir va faire une continuité jusqu'à Kiarostami, et ensuite aura tout un chamboulement récent, mais on reviendra là-dessus durant tout le long de l'épisode. Du coup, le choix de ce film, pour moi, paraissait pas comme une évidence, mais permettait vraiment d'avoir une vision assez globale sur le cinéma iranien. En effet, ce film, comme je l'ai dit durant le préambule, se passe durant une période déjà qu'on n'a pas souvent tendance à évoquer dans le cinéma iranien, étant donné que le cinéma iranien est un cinéma assez contestataire, qui critique beaucoup le régime actuel en Iran, et du coup parle très très peu de son passé. Or, justement, étant donné que ce film est un film pré-République islamique, il revient sur une période plus ancienne, celle des années 20, et donc celle de la déliquescence de la avant-dernière dynastie des rois, dynastie Kadjar, qui sera, comme j'ai dit, juste avant celle de la dynastie Pahlavi, qui sera la dernière dynastie des Shahs d'Iran. Et je trouve que c'est une période extrêmement propice à toutes des critiques finalement assez modernes, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un film sorti en 1976, et il va déjà un petit peu critiquer une forme de patriarcat au sein de cette maison, où la mort de la propriétaire va créer des tensions entre différents héritiers, différents domestiques, où des jeux de traîtrise, de double jeu vont alors s'installer. Mais pour moi, son vrai intérêt, ça se trouve dans le mélange des genres qu'il va mettre en place. C'est en effet à la fois un drame, en même temps un thriller, et par certains aspects, et surtout vers la fin, une espèce un peu de film
un peu mystérieux, un petit peu éthéré, qui va justement développer toute une esthétique très angoissante, très pesante, avec cette séquence finale extrêmement connue, enfin devenue extrêmement connue, totalement unicolore, orangée, qui va faire revenir un personnage que l'on croyait un peu disparu. Je ne développe pas plus, peut-être qu'on aura la chance de développer. Mais pour moi, ce film a vraiment... il remet en place énormément de thèmes qu'on va retrouver de façon un peu, entre guillemets, non surprenante dans le cinéma iranien, c'est-à-dire toute une discussion sur l'émancipation de la femme, on va dire sur une espèce de déliquescence, une forme de bourgeoisie slash aristocratie, même si dans le film on voit que c'est plutôt une bourgeoisie, qui va mettre en place une espèce de film esthétiquement parfaitement léché. À mon sens, la façon dont le film met en place cette demeure, cette maison, toute cette architecture, pour moi c'est du pain béni, c'est un délice pour les yeux. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je vais peut-être laisser aussi Jordan et Lucas parler de ce que eux ont pensé du film et qu'est-ce qu'ils en ont retiré. Alors comme tu disais, oui, c'est un film assez intéressant dans l'histoire du cinéma iranien, parce que bon, on a choisi des films quand même, vous verrez dans la suite de la sélection, mais 3 films de 3 périodes différentes, on va dire, du cinéma iranien, mais celui-ci est le plus vieux, et comme tu disais, il est sorti en 76, c'est-à-dire 2 ans avant la révolution iranienne et 3 ans avant l'instauration de la République islamiste, où il a été censuré et même toutes les copies avaient été détruites jusqu'à ce qu'en 2014, ce soit le fils du réalisateur qui, en chinant dans une brocante, retrouve des copies qui ont été très très vite évacuées d'Iran et pour être en secret, pour être restaurées et jusqu'à la ressortie du film à Cannes Classique en 1920, en 2020. Ce que j'appréciais dans le film, c'est surtout cette espèce de paradoxe entre l'ambiance et très austère et la froideur du film. Le cadre du film est particulièrement austère. On est quand même dans une famille de la bourgeoisie dans les années 20. Et en même temps, l'espèce de légèreté, de douce ironie un petit peu de l'histoire. On est vraiment dans un truc qui ressemblerait un petit peu, je sais pas... peut-être j'irai vers les bonnes de Jeunet, toutes ces histoires d'héritage, ils s'entretuent, tout ça avec à chaque fois beaucoup de... Comment dire, beaucoup... un certain humour quand même, mais un humour noir, jusqu'à la fin que tu disais, où on a cette espèce de... Ça vire quasiment au fantastique, puisque personnellement à la fin je me dis comment c'est possible qu'on en arrive à cette situation. Et en plus, les couleurs et tout mènent à se dire que c'est fantastique. Et puis, il y a une autre lecture au film qui est assez pertinente, c'est que non seulement le film parle un petit peu de la déchéance de cette aristocratie iranienne, cette aristocratie perse même, on pourrait dire à l'époque du film, et ça se passe en parallèle où il y a quand même une grosse montée de l'islamisme en Iran. Et je pense que le film essaie un petit peu de critiquer aussi l'espèce d'hypocrisie, je pense, des religieux. Je pense notamment à la scène où le personnage du beau-père, on va dire, du personnage principal, prie, et en fait, juste avant, il est sur son tapis de prière, il essaie de tripoter de façon un peu salace les pieds de la servante, et c'est sur son tapis de prière qu'il se fera assassiner. Je spoil, mais ça restait dans les 20 premières minutes du film. Et il y a quelque chose à mon avis, le cadre du film qui certes se passe dans les années 20, sert quand même à être un petit peu la métaphore des grands troubles qui commençaient à se préparer en Iran en 1976. Et pour ça, je pense que le film a une dimension historique qui est très intéressante. Malgré tout, je reprocherais d'avoir quelques longueurs, un rythme un petit peu longué, surtout vers le milieu. Mais ça reste quand même un film très intéressant, surtout quand on s'intéresse au cinéma persan. Je dois avouer que j'avais jamais vu de film iranien, du coup de film persan, j'allais dire de film iranien avant la Révolution, mais de film persan, et celui-ci je l'avais déjà acheté sur Carlotta, comme l'a évoqué tout à l'heure Vincent, mais je l'avais un petit peu laissé de côté, du coup je l'ai regardé il y a peu, et j'ai été très très
impressionné personnellement tout simplement par ce que j'ai vu. Moi, ce que j'aime bien, surtout dans ce film, il y a plusieurs choses. Tu l'as dit, Lucas, cette froideur générale qui entoure tout le film, dans cette maison de bourgeois là, qui s'entretuent. Ça me fait un petit peu penser à du Chabrol d'ailleurs, enfin Chabrol qui fera ça un peu plus tard, mais ça me fait un petit peu penser à ça, ce côté bourgeoisie, ce côté les gens qui s'entretuent pour un héritage. Et c'est vraiment, c'est vraiment très froid, c'est toujours de mémoire ou presque, c'est toujours filmé en plan fixe, toujours un petit peu en plan large. Il n'y a pas vraiment d'empathie qui s'installe pour aucun des personnages, puisqu'il s'avère que chaque personnage a quand même ses propres intérêts. Au niveau des inspirations, puisque j'y suis, il y a aussi la fin qui m'a fait énormément penser à la fin des Diaboliques de Clouzot. Pour ceux qui ont vu l'un ou l'autre des films sauront à peu près de quoi je parle. Et je trouve par contre que dans L'échiquier du vent, cette fin est beaucoup plus sidérante parce qu'en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on est sur un rythme plutôt normal et puis d'un coup, on arrive dans une pièce particulière et il y a une espèce de lent travelling, il me semble, et d'un coup, il y a une ambiance vraiment quasi onirique, quasi hypnotique qui se met en place. Ça m'a presque, pour vraiment aller chercher très loin, ça m'a fait presque penser à du Twin Peaks, quoi. Genre, il y a vraiment une ambiance quasi fantastique qui se met en place à la fin du film. C'est vraiment très beau dans tous les sens du terme, mais l'esthétique, c'est vraiment splendide. Par contre, un truc que j'ai pas évoqué qui m'a fait rire, puisque tu parlais de l'humour du film, il y a quelque chose qui m'a fait marrer, c'est surtout au niveau de la tenue de petite dame dont tu parles, la dame qui est infirme. En fait, elle porte le deuil de sa mère, donc elle est habillée en noir, et c'est à l'instant même où elle va participer au meurtre qui a lieu au début, au milieu du film, qu'elle va se mettre à s'habiller en blanc, c'est-à-dire qu'elle quitte le deuil au moment où elle a commis un meurtre, et c'est le genre de petit détail qui me fait assez sourire parce que ça fait vraiment un peu le personnage, parce que jusque-là en fait le personnage de cette dame est vraiment traité un petit peu comme l'infirme qui se fait manipuler et qui se fait machin, et en fait c'est là que tu te rends compte qu'elle est à peu près aussi machiavélique que tous les autres personnages. Et autre chose qui m'a beaucoup fait rire, en fait on filme cette maison de manière totalement froide et un petit peu distante, et en parallèle en fait il y a des plans sur les domestiques qui font des tâches diverses, mais essentiellement c'est du lavage de vêtements ou de linge. Et pendant ces scènes, genre au départ elles sont un petit peu, tu te demandes un petit peu ce que ces scènes font là, et plus le film va avancer, plus il y aura une espèce de chaos qui va se mettre en place en fait pendant les scènes avec les servantes, les domestiques, et c'est assez savoureux à regarder parce que il y a vraiment vers la fin c'est quasiment la tempête qui se lève alors qu'elle reste encore là à laver leur linge, et pendant ce temps-là dans la maison tout part en sucette, vraiment on va dire que tout s'entremêle, les pièces s'entremêlent, et honnêtement il y a vraiment une sorte d'humour un peu ironique, un peu cynique là-dedans que je trouve assez savoureux, quoi. C'est vraiment un film très intéressant, comme vous l'avez tous les deux dit. C'est très élégant, c'est très très beau. Franchement c'est à voir. Moi ça a été une petite claque, pour être tout à fait franc. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu il y a à peu près 15 jours et il me marque toujours autant. C'est vraiment un film très 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 intéressant, ouais. Comme tu disais, ouais, il y a un côté, c'est vrai que je l'évoquais déjà en parlant de Jeunet avant, tu parlais de ta reprise sur Chabrol qui lui-même est un peu dans cette continuité. Il y a cette espèce de tradition du théâtre, un petit peu la déchéance de l'aristocratie, et ouais, on a cette dimension très théâtrale qui va presque chercher dans le théâtre antique avec ces femmes de ménage qui font le linge et qui en même temps racontent un peu les ragots et tout. Ça fait vraiment penser au cœur dans le théâtre antique, et avec ses apartés. Et je reviens d'ailleurs à un truc, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça m'est revenu comme ça. Je crois que le tout premier plan du film, enfin, on va dire le deuxième si on prend pas en compte le plan des jarres qui se font casser au ralenti, c'est un regard caméra du personnage principal, enfin de la femme infirme, de la maîtresse de maison. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, ce que vous y interprétiez. Alors, étrangement, je me rappelle effectivement très bien de la scène, on va dire, scénaristiquement centrale des cassages de jarres, qui effectivement était très élégante, mais sinon, non, le regard caméra, moi non plus, il m'a pas particulièrement marqué, donc je ne saurais pas t'aider non plus. Alors pour conclure, je l'avais un peu évoqué au tout début,
Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans le film, on l'a un peu vu que c'est sa rythmique assez austère, assez lente, qui a pu notamment gêner Lucas, mais qui, moi et Snuck, ne m'ont pas du tout gêné. Par contre, et je pense que ça va faire une bonne transition par rapport au prochain film, c'est que, assez étrangement, le film peut vraiment être mis en relation avec Kiarostami, donc voilà, cette recherche de la rythmique et dans ses plans extrêmement composés. Mais là où la composition des plans se fait vraiment en intérieur, et je le redis encore une fois, le travail sur l'architecture de la maison et des plans qui en découlent sont vraiment magnifiques. Le prochain film qu'on va évoquer, et que je vais laisser Snack présenter, a vraiment, voilà, toute la carrière du réalisateur a vraiment travaillé sur la composition des plans en extérieur, qui rappelleront là encore aussi dans les miniatures persanes, et dans les deux films, ça sera, je pense, l'une des choses les plus importantes à noter, au vu de la qualité esthétique des deux films. Donc oui, effectivement, comme tu l'as souligné, on va maintenant passer sur un film du réalisateur iranien, certainement, je pense, un des plus connus, même encore actuellement, qui est Abbas Kiarostami, et on va notamment traiter du film Et la vie continue. Après le tremblement de terre qui a ravagé le nord-ouest de l'Iran en 1990, un cinéaste et son fils tentent de rejoindre le village de Koker, durement touché par le séisme. L'homme s'inquiète de savoir si les deux enfants qui jouaient dans Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami sont encore en vie. Donc en fait le film Et la vie continue prend place dans, on va dire, prend place dans un univers mi-fictif, mi-réel, puisque il s'avère que Abbas Kiarostami, suite donc au séisme en 1990 que j'ai évoqué dans le résumé, a réellement cherché à retrouver les personnages de son précédent, enfin les acteurs qui jouent les personnages enfants de ses précédents films, qui font partie de la famille des Ahmadpour. Et en fait, ce que va faire Kiarostami, c'est filmer cette recherche. Et ce que je trouve déjà, pour commencer, sans trop spoiler, je vais pas dire si il réussit à retrouver ces fameux enfants en fait qui faisaient partie de son premier film, mais il y a vraiment déjà tout un côté où le fait de faire un suspense là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça donne un côté encore plus terrible au film en fait, parce que ça se passe après un séisme qui a, comme je l'ai dit, du coup ravagé vraiment toute une partie de l'Iran, et tous les personnages qui sont rencontrés pendant le film ont tous vécu vraiment des horreurs, c'est-à-dire qu'ils ont perdu des proches, ils ont perdu des maisons, ils ont perdu des tas de choses, et là d'un coup en fait on nous met on nous prend à partie en tant que spectateur, pour peu qu'on ait vu le premier film Où est la maison de mon ami. On nous prend à partie et on nous fait en fait une sorte de suspense sur est-ce que l'enfant que vous avez vu dans le premier film et que vous avez aimé, est-ce qu'il est encore vivant? Alors dit comme ça peut faire très douteux éthiquement, mais en fait il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'on se met à redouter la réponse à cette question, et je ne dis pas, je ne vais pas dévoiler la réponse à cette question, mais je trouve que c'est très intéressant. Pour info, pour ceux qui voudraient avoir la réponse à cette question, je vous invite à regarder le troisième film d'une trilogie qui s'appelle la trilogie du Cocker, qui est donc composée de Où est la maison de mon ami, de Et la vie continue dont on parle actuellement, et de Au travers des oliviers, et vous aurez la fameuse réponse de si les membres de la famille Ahmadpour ont survécu à ce séisme ou non. Et la vie continue, je le trouve aussi très intéressant pour une autre raison, c'est que c'est un film sur la vie qui continue, tout simplement. En fait, tous ces personnages ont vécu vraiment des choses terribles, mais tous continuent de voir le futur, tous continuent d'espérer un avenir meilleur, tous pensent que ça va finir par s'arranger. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le film en fait, c'est de voir tous ces gens qui transpirent le réel, chercher à s'en sortir et chercher à passer à autre chose malgré les souffrances de chacun. Et voilà, ça a un côté très émouvant, comme l'a évoqué Vincent au départ pendant la transition. C'est un film qui va être lui aussi dans un rythme très, très contemplatif, mais un contemplatif différent, parce qu'en plus Kiarostami va utiliser un procédé, il va filmer à travers sa voiture beaucoup, et filmer les paysages à travers sa voiture. C'est un procédé qu'il expérimente dans ce film, qui réutilisera énormément
dans ceux qui suivront, enfin en tout cas les 4-5 que j'ai vus qui ont suivi La vie continue, ils continuent de répéter un petit peu ce schéma, et d'ailleurs c'est un schéma qui est aussi repris par des réalisateurs contemporains comme Jafar Panahi, je trouve beaucoup moins bien que Kiarostami, pour ne pas dire vraiment pas bien, parce que les films de Panahi sont, je trouve, plutôt laids, mais voilà, c'est un procédé qu'il expérimente un petit peu dans ce film-là, et que... Enfin voilà, disons que dans la carrière de Kiarostami, par rapport à Où est la maison de mon ami, qui est aussi un très beau film, c'est je pense un jalon important pour voir l'évolution de son esthétique. À titre personnel, je vous conseille Où est la maison de mon ami également, je vous conseille de toute façon les 3 films de la trilogie du Cocker, et je vous conseille de toute façon plus globalement toute la filmographie d'Abbas Kiarostami. Alors moi, pour revenir sur le film, comme ça a été dit au début, c'est Jordan qui a choisi le film, et je peux être que totalement d'accord avec lui, c'est-à-dire que je pense que de la trilogie du Cocker, c'est le film le plus beau et le plus touchant. Mais je reviens un peu parce que Abbas Kiarostami, on le connaît surtout pour ses films des années 80-90, et pour les plus spécialistes, le tournant autour des années 2000. Mais c'est un cinéaste qui avait déjà fait des films bien avant, dès les années 60, avec ce qu'on appellera la période Canoun, donc voilà, qui revenait l'enfance, l'éducation, etc. Cette trilogie de Cocker, il va justement reprendre tous ces thèmes sur l'enfance, etc., mais de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus quasiment humaniste. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier film, qui est un film extrêmement beau, Où est la maison de mon ami, pour moi, son intérêt, il est beaucoup plus esthétique. C'est comme j'avais un peu plus parlé sur les miniatures persanes. Voilà, il y a cet aspect un peu des constructions des perspectives qui est un peu étrange, mais qui honnêtement est vraiment très exotique et assez beau à regarder. Et sur cette trilogie, le film du milieu, celui qui est choisi, et La vie continue, pour moi, arrive à faire la synthèse la plus subtile de ce qu'on pourrait appeler du méta. C'est-à-dire que là où le 3e film, même s'il est aussi très élégant esthétiquement, pour moi va un petit peu trop loin, ça en fait un film un peu comique, ce qui est voulu, mais voilà, ça va un peu moins touchant. Celui-là, il va vraiment être à la frontière entre la fiction et le documentaire, et qui, comme l'a pu dire Jordan, te prend vraiment à partie. C'est effectivement une espèce de road movie où il va se balader dans toute la région pour justement mettre en face cette région qui a vécu un drame, et comment est-ce que les gens vont réussir à, plus que survivre, à vivre à l'intérieur justement, avec plein d'entraide, plein de bonté, plein de beauté à l'intérieur de ce drame finalement, mais aussi comment il va lui-même se mettre en scène à travers cet acteur qui va le jouer lui-même, et on sent que le réalisateur il est sincère là-dedans, il veut vraiment retrouver les enfants, on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la découverte du réel, ou comment est-ce que cette véritable histoire où il a sûrement dû retourner pour retrouver ses anciens acteurs, et peut-être justement savoir un peu qu'est-ce qui leur est arrivé, et comment est-ce qu'il va remettre ça en scène. Honnêtement, ça pourrait, je pense, Lucas pourrait presque faire un lien avec un réalisateur qu'il aime beaucoup, avec une histoire vraie de Stache. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect entre réel et fiction, extrêmement touchant. Et sur le deuxième point que j'aurais aimé évoquer, c'est ce que j'ai pu un peu évoquer pour donner la main à Jordan, c'est vraiment l'aspect filmé de la nature. Bon, j'aurais un peu du mal à décrire, mais dans tous les films de Kiarostami, il a une façon de filmer les arbres, le sable. On sent que c'est un cinéaste qui prend à partie la région, la nature de l'Iran, et c'est sur les reflets de la lumière par les feuilles, sur les mouvements du vent qui va faire sous le sable. C'est un cinéaste qui a marqué le cinéma iranien, et c'est pas pour rien, parce que les paysages iraniens sont absolument magnifiés dans tous ces films, et particulièrement dans celui-là. Oui, c'est vrai que je pense que personne n'a filmé l'Iran aussi bien que Kiarostami. Il y a des plans assez hallucinants. Moi, je pense à un qui est au bord d'une falaise, et Kiarostami le décentre énormément vers le bas, et en fait, on voit quasiment que le vide. Enfin, je trouve ça, comme tu l'as dit, c'est au niveau des cadres, au niveau des paysages, Kiarostami, pour le coup, c'est vraiment un maître. Et pour le coup, je suis pas sûr que La vie continue soit... On sent vraiment le prototype de ce truc-là, parce que par la suite, je pense à Le goût de la cerise ou Le vent nous emportera, qui sont encore plus impressionnants de ce point de vue-là. Je voulais juste rebondir, tu parlais du côté méta qui était un petit peu mieux géré que dans Au travers des oliviers. Alors pour que nos auditeurs comprennent, et pour peut-être leur donner quand même envie de regarder Au travers des oliviers, en fait Au travers des oliviers, c'est comment expliquer, c'est une 3e couche de méta sur le film, c'est-à-dire que Kiarostami se remet en scène à nouveau en train de filmer Et la vie continue, et du coup on arrive vraiment dans un niveau on va dire d'absurde un peu, on n'y comprend plus grand chose pour être tout à fait franc, mais c'est très très drôle de revoir Et la vie continue quand on a vu Au travers
travers des oliviers, parce que des scènes qui paraissent complètement anodines dans Et la vie continue, comme la fameuse scène où il rencontre un homme qui va se marier, deviennent très très drôles dans Au travers des oliviers, grâce à Au travers des oliviers, car on voit en fait la scène qui est tournée, retournée, mais je crois qu'elle est tournée 10-15 fois et ça en devient vraiment hilarant. Je vous conseille de toute façon en règle générale parce que c'est une trilogie qui est assez particulière parce qu'elle commence vraiment sur un film qui est épuré à l'extrême, où est La maison de mon ami, c'est l'histoire d'un enfant qui cherche une maison, et puis on arrive sur des couches de plus en plus compliquées de film en film, et c'est vraiment très intéressant à regarder, je trouve. Moi pour le coup, j'ai vu aucun film de la trilogie de Cocker, trilogie qui porte son nom parce que visiblement les 3 films tournent autour du même village isolé dans la montagne iranienne, le village de Cocker. Comme je disais, je n'ai vu aucun film de trilogie, donc j'ai commencé sans savoir en plus que c'était des films qui s'emboîtaient les uns dans les autres par le deuxième. Donc, et je dois dire, j'étais un peu décontenancé au début, parce que c'est un road movie à travers un Iran dévasté par un tremblement de terre en 1990. Et ça commence avec une mise en scène très naturaliste, très brute. On est à la limite du docu-fiction d'ailleurs pendant tout le film. Et plus le film avance, plus on se laisse abandonner au paysage, au désert, et notamment avec des plans de plus en plus larges jusqu'aux 5 dernières minutes du film qui carrément montrent toute la verticalité du décor montagneux. Donc c'était une découverte pour moi du cinéma de Kiarostami, parce que quand même j'en entends parler depuis un petit moment. C'est vrai que j'avais pas mal de ces films de côté à voir, puis c'est le lot de tous les cinéphiles. On se retrouve avec entasser des films qu'on regarde moins vite qu'on les entasse. Et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, ce voyage proposé par Kiarostami. Et j'ai réussi à être touché malgré le fait que je n'ai pas vu Où est la maison de votre ami. Donc comme ça, vous savez, si vous écoutez cette émission et que vous voulez voir les films qu'on conseille et que vous savez pas trop comment les aborder, est-ce que vous avez besoin de voir les films précédents, etc. Moi, je peux vous assurer que non, c'est bon. Donc avec Et la vie continue de Kiarostami, on amorce déjà une entrée dans le cinéma post-République islamique. Et donc moi j'avais choisi pour cette sélection un film beaucoup plus récent, en fait, contemporain même, puisqu'il s'agit de La loi de Téhéran. هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودت و زنت میرین زندان بچه‌هاتم یه راست بهسیستی من اسم میخوام ناصر ناصره خاکزاد. L'inspecteur Samad, joué par Payman Mahdi, est un officier de police des stupéfiants à la recherche d'un chef de file de la drogue, Nasser Kakzak, qui lui est joué par Navid Mohamed Zvaighdeh. Grâce à des méthodes expéditives, il remonte la filière depuis les revendeurs jusqu'au laboratoire. Donc je voulais évoquer comment j'ai entendu parler de ce film, et c'est via pas n'importe qui, puisque c'était via William Friedkin, qui, à l'époque de sa sortie, avait dit cette phrase qui est d'ailleurs, je crois, sur le Blu-ray du film, le meilleur thriller policier depuis French Connection. Pour ceux qui aiment Friedkin et qui aiment French Connection, c'est déjà intriguant parce qu'on se dit, ok, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un maître, on va dire peut-être le maître du thriller qui t'explique que c'est le meilleur thriller depuis. Donc j'ai acheté le film, je l'ai regardé, et quelle claque. Il faut dire que c'était vraiment une claque. Bon, Saïd Roussaï, vous avez peut-être entendu parler parce que plus récemment, il y a 2 ans, il avait sorti Laïla et ses frères, qui est sorti avec Ken, qui lui aussi est un très bon film, mais avec le même casting à peu près. Mais pour revenir sur Loi de Téhéran, on est sur comme j'ai pu le dire dans le résumé, un thriller vraiment nerveux et surtout sur le fil du rasoir, en fait, parce que ça traite de cette question qui apparemment est très, très contemporaine, une problématique très contemporaine à l'Iran, c'est la méthamphétamine qui fait des ravages apparemment là-bas. Et donc on traque un policier on suit un policier qui traque les revendeurs de méthamphétamine, puisqu'il faut savoir qu'en Iran, la possession et le deal de drogue, c'est, peu importe la quantité, c'est par défaut peine de mort. Il va finir par arrêter Nasser, qui est le chef des dealers. Et ce Nasser, bon, bah, il mène un peu de la fast life, et de toute façon, il se dit j'ai pas peur de mourir, parce que de toute façon, je fais ce métier, je suis déjà un mort-vivant. Et d'ailleurs, il se trouve qu'au moment où il l'arrête, il vient de faire une tentative de suicide pour des raisons personnelles, hein, parce que ça. Et donc, il se dit de toute façon, je vais être condamné à mort, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et pendant tout le film, ils essaient en fait de cuisiner
Nasser qui est dans une cellule, on va dire, de préventive, avant son procès, de le cuisiner pour remonter au réseau de production, etc., etc. Donc c'est un film, comme je disais, qui est vraiment bien. Bon, il dure à peu près 2 heures et quart, je crois. On les voit pas passer. Et ce film, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais c'était le plus gros succès au box-office iranien de l'histoire. Et ça a été pareil, enfin ça a été la grande révélation du réalisateur. Et quand Layla et ses frères sont sortis au cinéma, enfin je l'avais vu à Cannes, mais je l'avais beaucoup attendu parce que j'avais vraiment été subjugué par la loi de Téhéran. Donc oui, moi la loi de Téhéran, j'en avais pas entendu parler par Friedkin, alors effectivement j'ai vu on va dire l'élément de communication qui a été fait autour, mais moi j'avais simplement vu l'année de sa sortie en me disant que ça pouvait être intéressant. Surtout que le cinéma iranien, on va dire un peu récent, quand bien même, voilà, certains, on peut y trouver des intérêts. Voilà, Asghar Farhadi, Jafar Panahi, c'est on va dire des cinéastes qui tournent plutôt autour du drame, ce genre de choses. Et moi j'avoue que beaucoup de ces films-là, je les trouvais très peu intéressants, ou alors ça tournait un petit peu en rond. Alors que là, avec ce film, Saïd Roustahi vient vraiment voilà, rebooster le cinéma iranien, en faisant vraiment un thriller durant sa première partie, comme tu as dit, vraiment haletant, avec un policier, avec des méthodes voilà, qui frôlent un petit peu justement l'illégalité. On reprend voilà, les questionnements assez classiques dans les thrillers, on va dire avec la porosité qu'il y a entre les méthodes des dealers et les méthodes des policiers. Et surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est cette scène d'introduction absolument magnifique qui commence in media stress. On a une foule à l'intérieur de tuyaux énormes et on a vraiment cette mise en scène que Saïd Roustahi refera aussi dans Layla et ses frères, absolument grandiose. Voilà, de la foule, de la masse qui grouille. C'est vraiment quelque chose voilà, qui, dès le début du film, te prend et tu te dis, waouh, quand même, il a une notion du rythme, il a une notion voilà, de la force et de l'impact qui est vraiment très impressionnant. Moi, par contre, contrairement à Lucas, voilà, je conseille le film, il est très bien, et j'ai un peu plus de mal avec la seconde partie du film. Dans le sens où voilà, le moment un petit peu névralgique, qui va un petit peu changer la tonalité, c'est que voilà, quand le dealer se fait un petit peu choper, alors il y a cette séquence assez, je veux dire, un peu savoureuse, un petit peu paradoxale, où il est sur le point de mourir, et on le sauve pour pouvoir le condamner à mort. Alors effectivement, il y a tous les intérêts de pouvoir remonter la piste, mais il y a quand même cette espèce de petit paradoxe un peu étrange, et ça va être tous les thèmes de cette seconde partie, c'est-à-dire tous les questionnements autour de la peine de mort. Tous les questionnements, ils sont très intéressants, il y a voilà, des choses un peu paradoxales. À la sortie du film, notamment avec Lucas, on avait un peu débattu pour savoir quelle était la position du réalisateur, est-ce qu'il était pour la peine de mort, est-ce qu'il était contre. Pour moi, justement, le film, il était un petit peu gris, on ne savait pas vraiment quoi choisir, parce qu'il y avait des éléments un peu paradoxaux où voilà, grâce à cet argent, eh ben, il va pouvoir un petit peu aider sa famille, pour pouvoir peut-être aider à l'étranger. Ce sont des choses qui sont plutôt valorisées en Iran. Sauf que là, tout cet argent va être récupéré, donc toute sa famille va devoir s'effondrer. Et il y a, voilà, comme je dis, tous ces éléments un peu paradoxaux où le gars, il veut mourir, il a voulu se suicider, mais on l'empêche pour pouvoir le condamner à mort. Mais il y a en même temps, on va dire, vraiment une critique de ce personnage vraiment néfaste, qui pourrit la vie des gens et qui pourrit la vie en Iran. Mais à mon sens, c'est vraiment une seconde partie qui de temps en temps s'enlise un peu, je trouve, perd un peu son rythme, qui était vraiment sa grande force dans la première partie. Et c'est un petit peu voilà, la petite limite que j'ai, c'est cette perte de rythme par instant qui m'avait un petit peu perdu. Mais sinon, ouais, c'est effectivement un excellent thriller. Je vais juste rajouter, oui, la dimension grise dont tu parles. À mon avis, je pense que le réalisateur, et c'est ça ce que j'aime avec ces films, j'ai pas vu son premier, mais j'ai vu du coup La loi de Téhéran et Layla et ses frères. Et j'aime beaucoup la manière dont je pense que ce sont des films très critiques sur la société iranienne et la politique iranienne, mais comme pour éviter la censure, ça le fait avec vraiment énormément de subtilité, quitte à peut-être être un petit peu ouais, être vraiment peut-être trop subtil, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'il a voulu nous dire, mais en tout cas, il a réussi à nous montrer un problème dans la société, même si au premier abord, il prend pas parti. Le choix quand même de nous présenter ces problématiques veut quand même dire quelque chose sur le discours qu'il a à son sujet, à leur sujet. Je pense notamment que Layla et ses frères, ça parle du patriarcat et notamment de la place de la femme dans la société iranienne.
Oui, Saïd Roustahi, c'est un réalisateur plutôt subtil dans ce qu'il veut raconter, je pense. Beaucoup plus que certains de ses contemporains, hein. Je pense notamment je vais un peu tirer dessus, mais à Rassoulov par exemple, quand vous voyez Le diable n'existe pas ou le récent Les graines du figuier sauvage, voilà, on n'est pas sur le top de la subtilité, quoi. Saïd Roustahi, vous parlez d'un film gris, oui, pour moi c'est un film gris, mais quand vous vous demandez ce qu'il a voulu dire et s'il est pour ou contre la peine de mort, pour moi ça me semble assez évident qu'il est contre, mais en même temps il est également contre le trafic de drogue. Donc en fait il se retrouve dans une situation où justement il a l'intelligence et je trouve, comme tu l'as dit Lucas, la subtilité de ne pas choisir. Il considère que les deux sont des mauvaises choses, il montre l'un, il montre l'autre, il montre les conséquences des deux choses dans un film qui, comme l'a dit Vincent, est coupé en deux, littéralement, hein. C'est-à-dire qu'il y a un film sur une enquête et ensuite un film sur... On n'est pas sur le film de procès, on est sur le film de prison en fait. On est vraiment sur un film sur deux modes complètement différents et ça m'avait vachement surpris quand j'avais vu le film, qui va complètement même changer de personnage. C'est-à-dire que le personnage du flic, le personnage principal incarné par Peyman Madi, va petit à petit disparaître en fait de l'intrigue. Il sera toujours là mais il sera plus du tout central, et au contraire c'est le personnage de Navid Mohammadzadeh qui en passant est un super acteur qui bon, avec Peyman Madi joue tous les deux, ils rejouent dans le film de Roustahi, le suivant, Leïla et ses frères, et on revoit Mohammadzadeh dans Les lois persanes, c'est vraiment un acteur qui a une palette vraiment très intéressante et qu'on voit déjà d'ailleurs dans La loi de Téhéran, puisqu'au départ il joue vraiment une espèce de dealer de drogue qui n'a pas trop de scrupules, puis qui veut quand même en finir avec la vie, puis en fait il se retrouve en prison, et puis du coup il essaye de se battre, et puis à la fin on voit vraiment, on voit à quel point la peine de mort décompose ce personnage. L'idée de mourir alors que pourtant il comptait se suicider, ça le décompose complètement, et on en vient à avoir de l'empathie pour ce personnage qui pourtant, pendant la première moitié du film, tu peux pas t'empêcher de penser que c'est une pourriture en fait. Et donc c'est un film très gris, comme vous l'avez dit, qui est je trouve hyper intéressant là-dessus. C'est parce que alors, moi j'ai un souci un petit peu aussi, enfin souci si on veut, avec les films iraniens, c'est que j'ai l'impression que ceux qui s'exportent en France, faut automatiquement que ce soit des films contestataires. À part peut-être les films de Asghar Farhadi, qui sont assez critiques sur la société, mais qui sont pas forcément non plus vraiment contestataires d'une politique, en fait, d'une politique interne, d'un régime politique. Asghar Farhadi est pas trop là-dessus, mais par contre les autres des contemporains de Roustahi, enfin je veux dire que ça soit Jafar Panahi que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, que ça soit Rassoulov, que ça soit, on est toujours sur du film qui va critiquer à fond le régime, qui va critiquer à fond la peine de mort. Alors j'ai rien contre, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'en France, moi je parle pour nous, qu'on ait rien d'autre qui s'exporte que ça, qu'on soit vraiment que sur ça, toujours sur ce truc-là. Moi, La loi de Téhéran, je l'avais vu par hasard, un peu comme Vincent, je l'ai vu au cinéma, j'ai vu l'affiche, je me suis dit tiens, un film iranien, c'est cool, en plus j'aime plutôt ça, donc sympa. Et j'ai vu un thriller, mais vraiment haletant, au suspense haletant, et qui a réussi en plus à un petit peu me questionner sur la peine de mort et la manière dont c'est assez un peu écœurant de voir ça, à quel point ça touche une personne, un personnage au plus profond, et c'est pas le seul film sur ce thème qui m'a bouleversé. Je veux dire, je vais évoquer rapidement Dancer in the Dark de Lars von Trier et Une vie cachée de Terrence Malick. Les deux films sont un petit peu se terminent un petit peu de la même manière avec La loi de Téhéran, et à chaque fois j'en ressors un petit peu estomaqué sur la réalité de la peine de mort. Ça, c'est toujours quelque chose qui me marque. Et effectivement, comme l'a dit Vincent, il y a une gestion de la foule de Roustahi qui est absolument phénoménale. Je ne sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un filmer la foule grouillante aussi bien que lui. Tu as évoqué la scène d'ouverture qui est incroyable. Moi, j'ai surtout imprimé dans ma tête, c'est les scènes dans la prison. Cette prison qui grouille, où les gens sont vraiment entassés là-dedans, où ils sont retrouvés complètement déshumanisés. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, moi qui n'ai pas trop aimé Leïla et ses frères, je trouve que c'est justement les scènes de foule les meilleures de Leïla et ses frères. Et c'est ouais, vraiment... l'usine, au Ouais, début, à c'est ça. l'usine. Les scènes d'usine Je ou suis la en train d'y scène, penser, ouais. tu sais, quand ils font une espèce de célébration pour que le père de Leïla devienne une sorte de parrain ou de nouveau chef ou je sais pas quoi. C'est pareil, tu sais, il y a une sorte de grande fête en fait qui se met en place. Le mariage.
Ouais, Ah, le c'est mariage, juste un mariage. quoi. C'est au mariage, le parrain a une place spéciale. Et il est parrain pour ce mariage-là, mais en fait, tu te rends compte que c'est un scam. Enfin, on va revenir Oui. sur le terrain. Mais... Enfin, j'ai pas trop aimé Layla et ses frères, à part ces 2-3 scènes avec beaucoup de foule. Mais voilà, la foule chez Roustahi, c'est quelque chose d'assez impressionnant et je pense qu'il faut presque voir ces films presque que pour ça en fait. Alors, c'est notre 3e épisode. Ça y est, on a trouvé un nom pour ce format-là. C'est le vidéo club de l'Eclipse, vu qu'on vous recommande des films en vidéo que vous pouvez vous procurer chez vous de manière légale, hein, évidemment. On recommandera jamais le téléchargement illégal. Donc je pense qu'on fera à l'avenir d'autres émissions sur des cinémas venus de pays peut-être un petit peu moins cités. Je pense notamment potentiellement à des pays africains, par exemple. On pourrait s'intéresser à ça. Et si vous avez des pays, des cinémas de pays en particulier que vous aimeriez qu'on cite, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez commenter sur Spotify ou sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, ou si vous avez même d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et bon, on parlait de l'Iran, on y a pensé notamment parce que c'est un pays qui est au cœur de l'actualité avec les événements qui se passent actuellement à Gaza, Israël, le Liban, tout ça. Mais aussi, je pense que c'est important, on va finir là-dessus, de dire qu'il y a, j'y pensais notamment parce qu'on parle de Saïd Roustahi, il y a en ce moment énormément dans le cinéma iranien, du coup, en tout cas de stars féminines du cinéma iranien qui se sont fait emprisonner par refus de port du voile et notamment par refus même des lois sexistes en Iran, qui sont très attaquées par le régime politique. Et évidemment, partout il y a de la censure, où il y a des régimes oppressifs, c'est pas là, où c'est des terreaux très fertiles pour faire un très bon cinéma. Donc, dédie modestement ce podcast aussi à toutes ces femmes qui se battent pour leurs droits en Iran.